Les photographies, les artefacts et les preuves que nous avons accumulées pointent sans aucun doute vers une civilisation perdue et inconnue qui précède toutes les autres, non pas de quelques centaines ou de quelques milliers d'années, mais de plusieurs milliers d'années. Ces découvertes sont si impressionnantes qu'elles ne seront pas facilement acceptées par l'opinion officielle, les historiens et les archéologues. Un changement complet de paradigme est nécessaire dans notre façon de voir notre histoire humaine. Auteur. Imaginez que vous tombiez sur des traces d'une civilisation très ancienne, si ancienne qu'elle précède non seulement toutes les civilisations connues, mais même l'apparition de l'homme sur notre planète. Aujourd'hui, nous allons parler de cette histoire incroyable, un récit qui défie tout ce que nous pensions savoir sur les civilisations anciennes, une histoire enveloppée dans les brumes du temps, mais qui trouve confirmation dans de nombreux textes anciens. Bien, commençons notre voyage, mais avant de partir, si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne, car votre soutien est fondamental pour nous et pour notre travail. En retraçant l'histoire humaine selon le récit officiel, on considère que l'Homo sapiens est apparu pour la première fois sur notre planète il y a entre 300 000 et 200 000 ans en Afrique. Les premières sociétés organisées, selon cette vision historique, auraient émergé il y a environ 6000 ans en Mésopotamie avec la civilisation sumérienne. Face à ces informations, une question se pose spontanément. Si en seulement 6000 ans, l'humanité a développé des compétences sociales et technologiques si avancées qu'elle laissait passer d'une société primitive à l'exploration de l'espace qu'a donc fait l'homme pendant les 200 000 années précédentes. Est-il vraiment plausible qu'il ait fallu toutes ces années pour évoluer de la vie dans les cavernes à une civilisation plus avancée ? Les abonnés de notre chaîne savent qu'il existe des preuves de civilisations avancées plus anciennes que celles reconnues. Nous avons parlé par exemple de Göbekli Tepe, de Gunung Padang et de tous les doutes liés à la datation des pyramides égyptiennes. Mais ce dont nous allons parler aujourd'hui nous ramène bien plus loin dans le temps, à une époque où la présence humaine n'était pas encore totalement confirmée. Pendant des siècles, dans les vallées et parmi les collines d'Afrique du Sud, les légendes locales ont transmis des récits d'un lieu ancien, dont le souvenir s'est progressivement estompé avec le temps. Ces récits, transmis de génération en génération, dressaient le portrait d'une ancienne civilisation oubliée dont il ne restait plus aucune trace. Johann Hein, un pilote expérimenté spécialisé dans les opérations de lutte contre les incendies, a consacré de nombreuses années de sa vie à survoler la région de Mpumalanga, une région située à environ 300 km de Johannesburg, à la frontière avec le Mozambique. Grâce à la vue privilégiée depuis les airs, Hein, au cours de ses missions, a repéré quelque chose d'extraordinaire. D'énormes et mystérieuses ruines circulaires en pierre. Cette découverte intrigante l'a poussé à documenter ces étranges structures à travers une série d'innombrables photographies. Les chercheurs à qui Johann Hein montra les photographies soutinrent initialement qu'il s'agissait simplement de quelques vestiges d'un ancien site appelé Kraal, une sorte d'enclos historiquement utilisé par la population bantoue pour protéger le bétail. Selon cette théorie, les enclos furent abandonnés lors des migrations des XIVe et XVIIe siècles, et leur utilisation fut oubliée par l'histoire. Tout cela changea cependant lorsque Hein, accompagné du chercheur indépendant Michael Tellinger, commença à examiner le site de manière systématique, et ce que les deux hommes allaient bientôt découvrir allait être bouleversant. En observant l'endroit d'en haut, Tellinger et Hein remarquèrent l'immense étendue de ces structures qui, vues depuis le niveau du sol, étaient presque méconnaissables à cause de la végétation et du sable qui les recouvrait. Mais vues d'en haut, elles révélaient toute leur majesté. Alors que beaucoup de ces structures semblaient encore gravement érodées par le temps, certaines avaient miraculeusement survécu, si bien qu'elles révélaient leurs dimensions imposantes. Certains murs d'origine se dressaient encore, atteignant presque 2 mètres de hauteur et plus d'1 mètre de largeur. L'observation depuis cette perspective suggérait clairement qu'il s'agissait d'une œuvre soigneusement planifiée et créée par une société avancée. Le site, selon les deux chercheurs, semble également faire partie intégrante d'une vaste et ancienne métropole. L'analyse des photographies aériennes suggérerait que la ville se serait étendue sur une impressionnante superficie de 5000 km², mais cette zone ne constituerait qu'une portion d'une communauté encore plus vaste, qui couvrirait pas moins de 35 000 km²,
En fait, il vaudrait mieux parler de plusieurs sites que d'un seul. Pour bien vous faire comprendre les dimensions de ces lieux, vous trouverez dans la description de cette vidéo les coordonnées que vous pouvez entrer sur Google pour visualiser personnellement la région. Comme vous pouvez le voir, à l'intérieur de ce vaste établissement, on peut distinguer des réseaux particuliers qui semblent rappeler les connexions routières modernes. Certains d'entre eux s'étendraient sur des dizaines de kilomètres et sembleraient être reliés ce qui ressemble presque à une ville aux champs environnants. L'organisation et la structure de ces établissements présentent des similitudes surprenantes avec celles des anciennes civilisations Inca au Pérou, mais il y a un autre fait intéressant. Selon certaines analyses effectuées par Tillinger, de puissantes anomalies magnétiques seraient enregistrées à l'intérieur de ces cercles. Les mesures d'énergie ont établi que les cercles génèrent encore d'énormes quantités d'énergie. Nous l'avons mesuré. Ondes électromagnétiques, ondes sonores et signatures thermiques. Nous avons mesuré le son le plus élevé, 103 décibels provenant des murs de certains cercles. Une signature thermique de plus de 80 degrés et 1800 MHz. Ce sont des endroits encore très actifs et énergétiques. De plus, à l'intérieur du cercle, les signaux satellitaires se perdent. Si vous faites un pas à l'intérieur, le signal disparaît. Si vous faites un pas en arrière, le GPS fonctionne à nouveau et tout cela est dû au fort champ électromagnétique. Qui a créé ce système de pierre ? Peu importe qui étaient ces personnes, elles avaient sans aucun doute un haut niveau de connaissances en acoustique et en astronomie. Sur cette chaîne, je vais en profondeur sur des sujets difficiles à expliquer. Et plus on creuse, plus il devient difficile de savoir ce qui est vraiment réel. C'est pareil avec notre argent. La bourse est complexe et difficile à vraiment comprendre. Alors je me suis aussi plongé là-dedans. Et c'est comme ça que j'ai découvert Mintos, une plateforme qui vous permet d'investir dans des prêts et de gagner des rendements de façon plus régulière. Plutôt que de prédire un marché instable, voici quelque chose que vous pouvez vraiment comprendre, contrairement aux mystères que j'aborde sur cette chaîne. Et comme vous venez par ma chaîne, vous pouvez obtenir jusqu'à 350 € de bonus lorsque vous investissez 500 € ou plus. Stable, prévisible, ça se déroule jour après jour. Vous pouvez l'analyser, le filtrer, voir ce qui s'y trouve réellement. Vous n'avez pas à deviner ce qui est réel sur Mintos, c'est réel. Le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos fonctionne depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Y a-t-il une autre forme de vie ailleurs ? Nous l'ignorons encore, mais cela, nous le savons. Jusqu'à 350 € de bonus lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR. Arrêtez de deviner ce qui est réel. Commencez à utiliser Mintos. Un autre élément important à prendre en compte est que l'Afrique du Sud, et en particulier la zone proche de cette incroyable découverte, est extrêmement riche en anciennes mines d'or qui sont encore exploitées aujourd'hui. L'Afrique du Sud est l'un des pays avec le plus d'or dans son sous-sol. À ce stade, la question se pose donc de savoir s'il existe une corrélation entre ce site ancien et l'extraction de l'or des mines. Mais il est également vrai qu'on ne sait pas clairement ce que ces anciens habitants auraient pu faire d'un métal comme l'or. Un métal dont l'extraction demande un grand effort physique et organisationnel et qui ne servait pas à des usages pratiques comme la nourriture ou des ustensiles. Alors pourquoi une société encore primitive devait-elle extraire de l'or en grande quantité ? À quoi l'utilisaient-ils ? Après cette découverte extraordinaire, le défi suivant consistait à dater ces imposantes structures. L'utilisation du carbone 14 pour la datation n'était pas praticable, car la présence de bois ou de matériaux similaires pouvait être influencée par des événements postérieurs à la construction du site. Comme nous le savons, il n'est pas possible de dater la pierre, mais il existe cependant une méthode particulière, l'analyse de la patine d'oxyde qui se forme sur les pierres au fil du temps. En effet, chaque structure en pierre, selon sa composition, accumule au fil des années des dépôts qui réagissent avec l'air et l'humidité, créant ainsi une patine colorée à la surface. Si cette patine n'est pas enlevée ou endommagée, la couleur et l'épaisseur accumulées peuvent fournir des indications sur l'âge de la pierre sur laquelle elle s'est formée. Les caractéristiques et les taux de croissance de la patine dépendent également de la composition des pierres elles-mêmes, et dans ce cas, puisqu'il s'agit de roches siliceuses, les analyses ont indiqué un âge d'un peu plus de 200 000 ans,
Ce premier indice suggère que ces constructions pourraient avoir été érigées il y a très longtemps, et qu'au cours de nombreux millénaires, elles aient ensuite été utilisées par différentes cultures qui se sont succédées dans cette région. Parmi lesquelles, par exemple, les Baconi, à qui elles sont communément attribuées, et qui, selon cette première estimation, ne les auraient utilisées que sans pour autant les avoir construites. Pour renforcer cette datation extraordinaire, une autre découverte s'ajoute, survenue par hasard en 2003, grâce à Johann Heine. Au cours d'une de ses explorations, Heine a repéré une série de grandes pierres qui dépassaient du sol. En s'approchant, il vit qu'elles étaient alignées selon les points cardinaux. Après des semaines de mesures, Heine conclut que ces pierres indiquaient les solstices et les équinoxes et représentèrent donc une sorte d'ancien calendrier. Le calendrier a été conçu pour être aligné avec les 4 points cardinaux, nord, sud, est et ouest. Mais il comporte aussi une pierre sculptée en forme de faucon. Je pense que cela peut être relié à la divinité égyptienne Horus. Cette sculpture marque le lever du soleil pendant l'équinoxe de printemps dans l'hémisphère sud de la planète. Il semble que ce soit la plus ancienne sculpture en pierre d'Horus jamais trouvée à ce jour. Il est connu qu'Horus représente toujours le lever du soleil, donc cela pourrait signifier que nous sommes devant le lieu du lever de l'Horus primordial. Dans l'Égypte antique, comme nous le savons, il existait une corrélation entre les divinités et les étoiles. Cette association était basée sur la conviction que les dieux égyptiens étaient liés à des constellations spécifiques et que celles-ci influençaient la vie sur Terre. La constellation d'Orion, par exemple, connue dans l'Égypte antique sous le nom de Sa, était souvent associée à Osiris, le dieu de l'au-delà et de la régénération. Osiris, père d'Horus, avait un lien fort avec la mort et la renaissance, et son association avec Orion peut être interprétée comme une représentation céleste de ses croyances. La constellation d'Orion était donc considérée comme un lieu où Osiris régnait dans l'au-delà. Partant de ces prémices, les premières tentatives de datation de ce très ancien calendrier furent basées sur l'observation de l'apparition d'Orion à l'aube, la constellation célèbre pour ses 3 étoiles brillantes qui forment la ceinture du légendaire chasseur. À leur grande surprise, les chercheurs remarquèrent que les pierres semblaient correspondre à la constellation d'Orion, mais il y avait un problème. Elles apparaissaient tôt que décalées par rapport à la ligne idéale de l'horizon, comme si elles avaient été déplacées à un autre endroit. En réalité, cela était normal. Nous savons que la Terre, au fil du temps, oscille sur son propre axe, provoquant des changements dans l'angle de présentation des étoiles et des constellations dans le ciel nocturne. Cette rotation est connue sous le nom de précession, et elle complète un cycle tous les 26 000 ans, donc si l'on parvenait à déterminer quand les 3 étoiles de la ceinture d'Orion étaient alignées horizontalement par rapport à l'horizon, il deviendrait possible d'estimer le moment exact où les 3 pierres du calendrier ont été érigées en ligne avec ces étoiles visibles. Un premier calcul approximatif avait suggéré un âge d'au moins 25 000 ans, mais comme nous le verrons, des mesures plus précises ont indiqué un âge bien supérieur. Pour estimer l'âge exact auquel les 3 étoiles étaient parfaitement alignées avec les mégalithes, il fallait en effet prendre en compte l'érosion naturelle qu'ils avaient subie au fil des années. Et le fait qu'une partie de ces roches était brisée et que leurs fragments gisaient au sol. Le calcul le plus récent et le plus précis, qui prend en compte toutes ces variables, a été réalisé en juin 2009 et a indiqué un âge d'au moins 160 000 ans. Ce nouveau calcul a pris en compte à la fois le lever apparent d'Orion à l'horizon et l'érosion que le temps a causée aux mégalithes. Nous avons donc devant nous une révélation déconcertante. Qui pouvait construire une structure d'une telle complexité il y a 160 000 ans ? Comme nous l'avons rappelé au début de la vidéo, on pense que l'Homo sapiens est apparu sur Terre il y a 200 000 ans. Alors comment une civilisation aussi avancée pouvait-elle exister presque en même temps ? Clairement, c'est impossible, mais si nous remontons dans le temps et retraçons l'histoire des origines de l'homme, nous trouvons une coïncidence fascinante qui semble lier ce lieu à l'apparition de l'Homo sapiens. En effet, si nous suivons le parcours de l'humanité, nous pouvons remonter dans le temps jusqu'à un point où les Homo sapiens, c'est-à-dire nous, les humains modernes, ont évolué à partir d'ancêtres plus primitifs, connus sous le nom d'hominidés.
Même si les scientifiques n'ont pas encore complètement compris comment et pourquoi cette nouvelle forme humaine est apparue soudainement, nous pouvons tout de même suivre la trace de notre ADN, jusqu'à une seule femme, appelée Ève mitochondriale, la mère de notre espèce. Ève mitochondriale est en effet le nom donné par les chercheurs à celle qui est considérée comme l'ancêtre commune matrilinéaire la plus récente de tous les êtres humains vivants. Comme nous le savons en effet, nous héritons tous de notre ADN mitochondrial, qui se transmet uniquement de la mère aux enfants. Les scientifiques estiment que l'Ève mitochondriale aurait pu vivre il y a entre 150 000 et 250 000 ans en Afrique de l'Est, précisément au sud et à l'ouest de la Tanzanie. Il semble donc que nous soyons tous des descendants directs de cette femme humaine, qui aurait pu vivre dans la même région que les mystérieuses et fascinantes structures dont nous parlons. Bien, avant d'aller plus loin, faisons un point sur la situation. Nous avons dit que Hein et Tellinger ont identifié les vestiges de ce qui semble être un site archéologique très ancien. Les techniques de datation qu'ils ont utilisées semblent situer ce site à une époque très ancienne, et cela coïncide non seulement sur le plan temporel avec la naissance de notre espèce, mais aussi les lieux semblent être les mêmes. Tout cela est évidemment intriguant et fascinant, mais cela doit être étudié et approfondi avec une extrême prudence. Parce que nous parlons d'une découverte qui, si elle était confirmée, ne serait-ce qu'en partie après des années d'enquête, apparaîtrait non seulement comme la plus grande découverte archéologique jamais réalisée, mais bouleverserait tout ce que nous savons sur nos origines. Mais maintenant, plongeons dans la partie la plus sombre et mystérieuse de cette histoire. Ceux qui veulent des certitudes ou des preuves scientifiques peuvent s'arrêter, car ils n'auront pas de réponse satisfaisante. Mais ceux qui souhaitent plutôt s'immerger dans un voyage vers une époque très lointaine et mystérieuse peuvent nous rejoindre dans la deuxième partie de cette vidéo et se demander, avec un esprit ouvert et sans préjugés, si tout ce qu'ont découvert Tellinger et Hein est correct, qui auraient bien pu construire ces structures dans... Comme nous l'avons dit précédemment, dans cette région particulière de l'Afrique du Sud, nous savons qu'il existe d'anciennes mines d'or, et qu'elles pourraient avoir eu un lien mystérieux avec cette découverte. Eh bien, si l'on examine la mythologie sumérienne, on découvre que les mines d'or auraient en joué un rôle fondamental dans toute cette histoire. La civilisation la plus ancienne communément acceptée est celle des Sumériens, qui s'est développée en Mésopotamie vers 3500 avant Jésus-Christ, dans la région connue aujourd'hui sous le nom d'Irak. Des Sumériens, nous avons hérité de nombreuses histoires, mythes et légendes, et beaucoup d'entre elles ont ensuite été reprises et réélaborées par les cultures qui se sont succédées au fil des ans. Dans l'Enuma Elish, qui est l'un des récits épiques sumériens les plus connus, il était question de l'origine du monde et des divinités sumériennes. Les dieux, selon la mythologie sumérienne, étaient des êtres divins qui venaient du ciel ou d'un lieu appelé Nibiru. Ceux-ci étaient des êtres supérieurs au pouvoir divin et aux capacités avancées. Selon la mythologie sumérienne, dans des temps anciens sur Terre, il existait deux catégories de divinités. Les dieux travailleurs, chargés de construire des infrastructures et de travailler dans les mines d'or, or qui étaient destinées à des activités extérieures à notre planète, et la classe dirigeante composée des divinités qui commandaient tous les dieux mineurs. Après des milliers d'années de ce travail, les dieux travailleurs se sont rebellés contre les divinités qui détenaient le pouvoir, car ils considéraient que le travail dans les mines était trop pénible. Les divinités, incapables de réprimer la révolte, résolurent de créer un hybride pour travailler à leur place, l'homme. Beli Tili, la déesse de la matrice, est présente. Laissez la déesse de la matrice créer sa progéniture et laissez l'homme porter le fardeau des dieux. Pour créer l'humanité, les dieux auraient tué Geshtu, un dieu doté d'intelligence et de son sang mêlé à de l'argile, naquit l'humanité. Ce qui est raconté dans ces anciens textes, vu avec les connaissances actuelles, ressemble à une sorte de fécondation in vitro, d'où serait né un être évolué capable d'accomplir les fonctions des dieux travailleurs. Dans d'autres textes, il est également expliqué que les divinités étaient mensantes et descendues sur Terre pour extraire de l'or. Mais une fois cette opération terminée, il fut décidé que l'humanité, qui entre-temps avait grandi de façon démesurée, devait mourir. La mort des hommes aurait été causée par un puissant déluge, qui aurait déclenché une inondation si grande qu'elle aurait détruit notre planète.
Selon l'histoire, cependant, l'un des dieux avait de la sympathie pour un être humain qui s'appelait Ziusudu. Il l'avertit que, pour survivre, il devrait construire un bateau. Lorsque le déluge arriva, il inonda la terre et détruisit une grande partie de l'humanité. Mais Ziusudu réussit à se sauver, ainsi que sa famille et tous les animaux qui avaient retrouvé place sur l'embarcation. La présence sur le territoire sud-africain de ces anciennes structures, la présence d'anciennes mines et la coïncidence des temps et des lieux de la naissance de l'homme. Cela a amené plusieurs chercheurs à supposer que ce qui est écrit dans les textes sumériens n'est pas seulement un mythe ou une légende, mais qu'il existe des preuves concrètes. Aucune preuve n'atteste que cela se soit réellement produit, mais cette histoire reste fascinante et ouvre la voie à des hypothèses intrigantes, surtout si l'on considère qu'il existe d'innombrables témoignages transmis au fil du temps, provenant de divers endroits de la planète et qui racontent tout la même histoire. La découverte de ces structures incroyables, au-delà de ce que l'on peut en penser, mérite d'être étudiée et approfondie. Et qui sait, peut-être qu'un jour, nous découvrirons que tout ce qui est rapporté dans la mythologie sumérienne n'est pas le fruit de l'imagination, mais que quelque chose d'extraordinaire s'est réellement produit. Qui étaient ces divinités dont parlent les anciens Sumériens? Était-ce un peuple venu des étoiles, ou s'agit-il de toute autre chose? Nous continuerons à en parler dans les prochaines vidéos, mais pour le moment, si cette histoire vous a fasciné et que vous êtes arrivé jusqu'ici, nous sommes vraiment curieux de connaître votre avis. Écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez et si vous avez aimé la vidéo et souhaitez soutenir notre travail, abonnez-vous à la chaîne. À la prochaine histoire.